Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette capsule qui est consacrée aux transformations physiques, toujours dans le programme 2 secondes. Alors, de façon générale en physique, il y a 3 types de transformations. Les transformations physiques, les transformations chimiques et les transformations nucléaires. Les transformations physiques, on va commencer par elles, et puis il y aura d'autres capsules pour transformations chimiques et transformations nucléaires. Dans les transformations physiques, les entités sur lesquelles on travaille ne vont pas changer de nature. Par exemple, si j'ai de la glace qui fond, c'était de l'eau à l'état solide. Lorsqu'elle aura fondu, ce sera de l'eau à l'état liquide. Si jamais elle se vaporise, ce sera toujours de l'eau à l'état gazeux. D'accord ? Donc on ne change pas la nature des entités qui vont subir la transformation. Première chose à savoir, et ça fait partie des acquis du collège, les changements d'état. Alors ici, j'ai représenté la structure microscopique. Vous voyez, si on prend un microscope et qu'on regarde de près ce qui se passe, eh bien, par exemple, pour la glace, j'ai les molécules d'eau qui vont être rangées de façon très ordonnée et de façon même très géométrique. C'est vraiment une caractéristique de l'état solide de façon générale, c'est que vraiment c'est rangé de façon géométrique, assez harmonieuse. Ici vous avez l'état liquide, ou alors là les molécules d'eau, si on reste toujours sur l'exemple de l'eau, restent toujours collées les unes aux autres, mais dans un état chaotique, c'est-à-dire sans ordre entre elles. Maintenant, si je passe à l'état gazeux, eh bien, on voit que mes entités ne sont plus liées les unes aux autres. Donc, par exemple, pour l'eau toujours, mes molécules d'eau seront détachées les unes des autres et elles pourront partir dans les directions qu'elles veulent. Donc, état solide, lié et ordonné, état liquide, lié et désordonné, état gazeux, libre, c'est-à-dire sans liaison entre elles, et désordonné aussi. Alors, des noms à connaître pour les changements d'état. En vert, on va faire les changements d'état qui vont aller du plus ordonné vers le plus désordonné. Si je passe du solide au liquide, pardon, ce changement d'état s'appelle la fusion. D'accord ? Qui est lié au verbe fondre. Si je passe de l'état liquide à l'état gazeux, il s'agit de la vaporisation. Je peux, sous certaines conditions, passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Il s'agit de la sublimation. Maintenant, si je prends les changements d'état dans le sens inverse, si je pars de l'état gazeux vers l'état liquide, il s'agit de la liquéfaction. De l'état liquide vers l'état solide, la solidification. Là c'est facile au niveau des noms. Je deviens liquide, liquéfaction. Je deviens solide, solidification. Je peux, sous certaines conditions, passer de l'état gazeux à l'état solide. Le nom est la condensation. Donc la condensation, c'est, au sens rigoureux du terme, c'est un changement d'état qui va directement de l'état gazeux à l'état solide. Ça n'a rien à voir avec le mot condensation qu'on utilise dans le langage courant. La buée s'est condensée sur une vitre, enfin voilà, d'accord ? C'est pas du tout la même chose. Alors, on apprend des petits symboles, petit s pour solide, petit l pour liquide, petit g pour gazeux. Et par exemple, si je regarde la vaporisation de l'eau, je pars de l'eau H2O à l'état liquide, d'où le petit l, et à l'issue de la transformation, eh bien, l'eau est passée à l'état gazeux, donc j'ai toujours H2O. C'est là qu'on voit que c'est une transformation physique et pas chimique, parce que la seule chose qui change, c'est pas la formule de l'espèce chimique,
mais c'est l'état, ce qu'on appelle l'état physique, ou qu'on appelle aussi la phase, l'état physique dans lequel se trouve mon entité. Donc je passe de liquide à gazeux, ici c'est pour la vaporisation, et puis tous les autres indices qui vont jouer pour les autres transformations chimiques. Attention, ne pas confondre l'état liquide, donc où j'ai par exemple du fer qui a fondu, et ben, ça me fait une mare de fer, d'accord, donc j'ai du fer à l'état liquide, avec la dissolution. Dans le cadre de la dissolution, par exemple, si je prends du sel, donc le sel c'est un cristal, chlorure de sodium c'est un cristal, je peux prendre une grosse pierre de sel, je peux la faire fondre dans une casserole et ça deviendra du sel liquide, d'accord? Mais ce sel, je peux aussi le plonger dans de l'eau, et l'eau, en tant que solvant, a la capacité de détruire les liaisons qui tenaient cette grosse pierre de sel, et tout le sel va être dissous. C'est la dissolution. Dans ce cas-là, je ne mettrai pas l'indice petit l, je mettrai l'indice AQ comme aqueux. Et donc, je note ici que l'état liquide, c'est différent de l'état aqueux, ou de la phase aqueuse. Parce que dans mon état liquide, en revenant sur le sel par exemple, toutes mes entités composant le sel dans l'état liquide, elles sont dans cet état. Dans l'état aqueux, elles sont dans cet état. C'est-à-dire toutes les briques, toutes les petites briques qui en fait là sont des ions pour le sel, qui formaient ma pierre de sel, vont être séparées par les molécules d'eau que j'ai dessinées ici en bleu. D'accord? Et l'espèce ultra majoritaire, eh bien c'est l'eau. Et vous voyez que l'eau ici occupe le terrain et va faire en sorte que toutes les petites briques de sel vont être séparées et tenues distantes les unes des autres. Voilà. Maintenant, deux couleurs différentes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les mêmes conditions pour les flèches vertes, donc pour aller d'un état ordonné compact vers l'état désordonné et libre, il ne faut pas les mêmes conditions que pour aller dans l'autre sens. Ici, prenez de la glace pour la faire passer à l'état liquide, ben, je vais devoir chauffer, comme on dit, hein, typiquement, donc je vais devoir apporter une certaine quantité d'énergie. De la même manière, de l'eau pour la faire passer à l'état gazeux, je vais devoir apporter une certaine quantité d'énergie. Typiquement, c'est ce qui se passe dans votre bouilloire, d'accord? Et il va falloir chauffer, il va falloir apporter de l'énergie. Alors, je me mets à la place du glaçon. Pour que je puisse me transformer en eau liquide, je vais devoir recevoir de l'énergie. Donc, je vais prendre la convention du compte en banque. À chaque fois que je reçois de l'argent, eh bien, ça fait une opération positive pour mon compte en banque. À chaque fois que, par contre, je vais donner de l'argent, ce sera une opération négative pour mon compte en banque, puisque le solde de mon compte va baisser. Donc, dans ce cas-là, la quantité d'énergie reçue par l'eau, d'accord, enfin, est positive. Et on dit que mon entité, enfin mon système chimique, le système, hein, c'est en physique comme en chimie, c'est le bazar qu'on étudie, d'accord? Donc, mon système va recevoir de l'énergie. La transformation est dite endothermique. En fait, endo, hein, faut penser à in en latin, bon, aussi en anglais, mais surtout en latin, donc ça va vers l'intérieur, alors que ex, on va vers l'extérieur, d'accord? Donc, vous l'avez compris, la transformation inverse de celle des flèches vertes, c'est celle des flèches rouges où on va d'un état libre et désordonné vers un état lié et compact, enfin compact et ordonné. Et pour ça, ben vous voyez que d'une certaine manière, vous avez des individus qui courent partout. Si vous voulez qu'ils se rangent comme ça, il va falloir qu'ils arrêtent de courir partout. D'accord? Et donc, il va falloir leur enlever de l'énergie pour qu'ils s'arrêtent de courir. C'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui peut aider à dire que à partir d'ici, on va enlever de l'énergie. D'accord? Et donc, le système, à partir d'ici, va subir une transformation exothermique
et va perdre de la chaleur. Alors, j'ai dit perdre de la chaleur, c'est le mot défendu, c'est un mot qu'on essaie de pas trop utiliser parce que dans l'histoire des sciences, c'est un mot qui a été utilisé un peu à tort et à travers. Alors, on se contentera de parler d'énergie thermique, d'accord? L'agitation thermique, c'est celle qui est liée à la température, et c'est celle, le mot agitation, d'accord? Vous savez bien que plus il fait chaud, plus ça grouille, plus ça bouge, plus il fait froid, eh bien, plus on va vers un état compact qui est, et immobile, qui est celui de la glace. Donc à retenir, je reçois de l'énergie transformation endothermique, et donc en recevant cette énergie, ben, je vais vers un état plus désordonné. Si je cède de l'énergie, c'est une transformation exothermique, l'énergie que je cède fait que je vais passer d'un état agité à désordonné et libre à un état lié et ordonné, et compact. Voilà. Maintenant, l'intérêt de cette étude un peu énergétique, c'est quoi? C'est que finalement, on se rend compte qu'on peut se servir d'un changement d'état, on peut le provoquer, d'accord? Soit pour pomper de l'énergie, soit pour en donner. Typiquement, c'est ce qu'on va utiliser dans le fonctionnement de votre frigidaire. Dans le fonctionnement de votre frigidaire, il y a un liquide, qui évidemment n'est pas accessible depuis les compartiments de rangement, qu'on va faire passer dans différents états. Et par exemple, ce liquide, lorsqu'on va le faire passer de l'état liquide à l'état solide, eh bien, il va perdre de l'énergie. Et cette énergie, il ne faut pas qu'il la relâche dans le frigo, parce que le frigo, s'il reçoit cette énergie, eh ben, il va chauffer. D'accord? Donc l'énergie va être jetée dehors. Vous savez qu'à l'intérieur d'un frigo, il fait froid, mais si vous regardez l'arrière d'un frigo, ben, ça chauffe légèrement, mais ça chauffe. D'accord? Donc un liquide, je le fais passer à l'état solide, il va donner de l'énergie. Par contre, si j'ai un solide, je le fais passer à l'état liquide, il va pomper de l'énergie. Et donc, dans le frigo, on va continuer de pomper l'énergie du milieu froid pour qu'il soit encore plus froid. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, grossièrement. L'écriture d'une équation de transformation physique, donc on l'a vu, on met la formule chimique de l'espèce qui subit la transformation, donc ici de l'eau, et on ne fait que changer l'état physique. Là, ici, c'est une équation de vaporisation. Alors, que se passe-t-il lors d'une vaporisation? Je prends de l'eau, à t égale 0, donc vous voyez, j'ai un graphique où je vois l'évolution de la température en fonction du temps. Donc, j'ai une casserole d'eau, on part à 20 degrés, je mets le feu sous ma casserole et j'observe l'évolution de la température. Que se passe-t-il? Bien, la température de l'eau dans ma casserole va monter. Et puis, à 100 degrés, la température va arrêter de monter. Et là, il va se passer quelque chose d'important. C'est que toute la chaleur, toute l'énergie que je donne à mon eau ne va pas servir à la chauffer encore plus, mais il se trouve qu'à 100 degrés, eh bien, mon eau va se transformer en vapeur d'eau. D'accord? Et toute l'énergie va servir à transformer l'eau liquide en eau à l'état gazeux. Pas en eau gazeuse, hein, comme on dit, en eau, en vapeur d'eau. D'accord? Donc, ce qui fait que la température ne va pas monter. La température, elle ne peut monter que si mon liquide, il est dans un... Mon système, il est à l'état liquide, puis il reste à l'état liquide. Alors, l'agitation augmente à l'intérieur de mon liquide, mais ça reste un liquide. Si l'agitation augmente, la température augmente. Mais à un moment donné, mon liquide va passer à l'état gazeux. Et toute l'énergie qu'il va recevoir, par exemple de ma gazinière, va servir à casser les liaisons entre les molécules pour qu'elles se détachent et qu'elles aillent chacune faire sa vie. Donc la température à ce moment-là ne va pas monter. Elle va rester constante pendant un certain temps.
pendant un certain temps, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que tout le liquide soit passé à l'état vapeur. Et ça c'est important, imaginez vous avez fait évaporer la moitié de votre quantité d'eau, eh bien tant que toute l'eau n'est pas passée à l'état gazeux, la température ne va pas bouger parce que toute l'énergie que vous envoyez par la flamme sous votre casserole ne sert qu'à une seule chose, casser les liaisons entre molécules d'eau. Et tant que c'est pas fait, tant que c'est pas terminé, la température reste constante. Ici, lorsque la dernière goutte d'eau, si je puis dire, a été vaporisée, et bien là, la température de mon eau, alors en imaginant que je l'ai gardée sous une enceinte, hein, pour pas qu'elle parte partout, parce que s'il n'y a plus de vapeur, ben, il n'y a plus rien à mesurer, et bien la température après recommence à monter. Voilà. Donc ça c'est très important. Ici, il y a un changement d'état. En l'occurrence, il s'agit de la vaporisation. Voilà. Alors, dernier point, vous allez me dire, bon très bien, cette énergie qu'il faut donner, comment la calculer? Parce que, effectivement, on a parlé d'une énergie nécessaire pour passer, dans notre exemple ici, de cet état à cet état. D'accord? Donc, puisqu'on va dans le sens des flèches vertes, c'est une énergie positive. On pourrait reprendre tous les raisonnements que je fais dans l'autre sens avec une énergie négative. Donc, il ne faut pas que ça vous choque si dans un exercice, vous voyez Q égale moins 3 joules. D'accord? Et on pourrait le faire avec tous les états physiques, hein, solide, liquide ou gazeux, dans un sens ou dans l'autre. Bon. L'énergie que je dois fournir pour vaporiser ma masse d'eau, eh ben, elle est proportionnelle à la masse que je veux vaporiser. Là, arrêtez-vous 2 secondes, réfléchissez, c'est facile. D'accord? Pour vaporiser 2 litres d'eau, eh ben, il va me falloir 2 fois plus d'énergie que pour vaporiser 1 litre d'eau. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, l'énergie à fournir qui est là, elle est égale à la masse que je veux vaporiser. Donc, le M qui est là, ce sera la masse de ce qui subit le changement d'état. D'accord? Si j'ai une masse de 3 kg et que je ne fais subir de changement d'état qu'à 2 kg, ben le M que je mets là, c'est 2 kg. C'est la masse de ce qui subit le changement d'état. Ce n'est pas les 3 kg. D'accord? Puisque je n'ai fait changer d'état qu'à 2 kg. Et je multiplie par une grandeur qui s'appelle énergie massique de changement d'état. Énergie massique de changement d'état. Ça, c'est l'énergie qu'il faut pour 1 kg. Et après, je multiplie par le nombre de kilos, tout simplement. Donc, c'est des joules par kilo. Hein? Traditionnellement, noté grand M. Ici, j'ai mis un V, un indice pour vaporisation, hein, puisque je suis dans cet exemple-là, mais encore une fois, tout est transposable à tous les changements d'état dans les deux sens. Du coup, si j'ai un changement d'état dans ce sens-là, ben, j'aurai une énergie massique positive. Si j'ai un changement d'état dans ce sens-là, j'aurai une énergie massique négative. Je termine avec un exemple classique pour donner de l'énergie, qui est celui de la bouilloire, de la résistance chauffante, etc. L'énergie que je vais donner, ça va être une puissance électrique multipliée par une durée. Je vous rappelle, ça c'est une énergie. Une énergie, c'est une puissance multipliée par une durée, par un temps. D'accord? Par définition, rappelez-vous, la puissance, c'est une énergie divisée par un temps. Ma puissance électrique, c'est, si on me donne une tension de courant et une intensité, c'est la tension multipliée par l'intensité. Bon, voilà. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous conseille de refaire vous-même, si vous ne l'avez jamais fait, ce schéma-là, parce qu'il y a des idées qui ne rentrent qu'en refaisant avec la main et le crayon. Ça, j'y tiens beaucoup. Entraînez-vous à manipuler cette formule. Si Q égale M fois L, ben L est égal à Q sur M, ou bien M est égal à Q sur L, etc. D'accord? Vous pouvez manipuler en disant, mais Q c'est UI delta T, donc ça fait UI delta T égale M fois L. Donc si je donne U qui vaut tant, I qui vaut tant, L qui vaut tant, que vaut M? Voilà. Si j'ai fait, s'il m'a fallu 30 secondes pour tout vaporiser, voilà.
Voilà, jouer avec ça, pas grand chose à retenir dans cette leçon, juste avoir un sens de ce qu'est l'énergie pour un changement d'état, connaître les termes ici, connaître évidemment cette formule ici, vraiment avoir le palier, hein, ce qu'on appelle un palier de température, vraiment gravé dans la tête pour ne pas l'oublier. Hein, si je vous dis donner l'évolution de la température pour un bloc de fer que je vais faire fondre, auquel que je vais plonger par exemple dans un four à très très haute température, ne me dessinez pas une température qui monte comme ça, sans oublier que à des températures données, mais non, la croissance va s'arrêter, puis il va y avoir un palier, puis on va redémarrer, etc. Voilà. Donc beaucoup de choses je pourrais commenter longuement, mais en tout cas l'essentiel est là. On se retrouve bientôt pour la vidéo sur les transformations chimiques.